Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le VPN WireGuard, cette fois-ci sur des systèmes Linux. Alors dans cet article, donc on avait vu l'installation et l'utilisation de WireGuard entre deux PC sous Windows. Donc là, on va voir maintenant l'installation et l'utilisation de WireGuard sur un PC Linux et un serveur Linux. On va voir donc que les configurations, que ce soit sous Windows ou Linux, sont exactement les mêmes. Par contre, sous Linux, il n'y a pas d'interface graphique pour WireGuard et donc tous les paramétrages vont devoir se faire en ligne de commande. On a donc un PC sous Linux et un serveur qui sera une machine virtuelle. Ce serveur Linux, il peut être également dans le cloud, un VPS que vous pouvez louer ou acheter, et donc le paramétrage sera exactement le même. C'est un serveur Linux ici, mais ça peut être également un serveur Windows. Les paramétrages, enfin la configuration du fichier de WireGuard sera exactement la même. De la même façon, au lieu d'avoir ici un PC Linux, on peut avoir un PC Windows. C'est juste la façon de paramétrer qui va changer, mais le contenu des fichiers de configuration sont exactement les mêmes. Les commandes en direction donc, du serveur, ici, vont passer par un tunnel sécurisé avec une interface qu'on va toujours appeler WG0. Ce qu'on n'a pas vu sous Windows, c'est comment imposer que toutes les connexions, même Internet, passent par le tunnel. On va voir qu'il s'agit d'un simple paramétrage à faire dans le fichier de configuration. Donc, en fonction des ordinateurs qui sont autorisés dans Allowed IP, eh bien, les connexions en direction de ces PC ou de ces serveurs passent par le tunnel sécurisé. Par contre, quand on se connecte à Internet, eh bien, ça ne passe pas forcément par le tunnel sécurisé. On peut vouloir que toutes les connexions Internet passent également par le tunnel sécurisé. Donc pour ça, on va voir le paramétrage qu'il faut faire dans Allowed IP pour imposer à ce que toutes les connexions passent par le tunnel sécurisé. Avec cette configuration, je récupérerai ici l'adresse IP publique du serveur qui est ici. Donc si c'est un VPS par exemple qui est aux États-Unis, j'aurai ici une adresse IP publique du serveur des États-Unis. J'obtiendrai le même effet que si je me connecte avec un logiciel comme NordVPN ou CyberGhost ou d'autres VPN commerciaux, et donc j'aurai exactement le même effet. Je vais utiliser une machine virtuelle qui est installée sur un PC sur mon réseau, donc ce sera le serveur WireGuard. Donc là, c'est un serveur Ubuntu, ça veut dire que là, j'ai accès uniquement en ligne de commande, il n'y a pas de graphisme. Et puis, je vais utiliser également deux PC Linux pour faire l'installation. Un PC sur lequel il y a déjà WireGuard et un PC sur lequel je vais installer WireGuard pour montrer les commandes. Alors, ces PC sont sous Linux. Voici le PC sur lequel WireGuard est déjà installé. C'est le premier PC qui est sur le réseau local avec une adresse de test pour les tests, donc 172.20.0.115. Là, j'ai un autre PC sur lequel je vais faire des installations. Celui-ci a l'adresse en réseau local 172.20.0.121. Comme on va faire que des lignes de commande, pour pouvoir accéder à distance, on va utiliser SSH. Alors pour ça, il faut installer d'abord sur un PC Linux le serveur SSH. Je vais me mettre sur ce PC Linux et je vais installer le SSH. Donc pour ça, j'ouvre un terminal. Je vais faire la mise à jour du système. Je mets à jour la liste des paquets. Il y a des mises à jour à faire. J'aurais pu utiliser l'utilitaire graphique, mais on va s'habituer à la ligne de commande.
Voilà, la mise à jour est terminée. On va faire un peu de ménage. Maintenant que mon PC est à jour, je vais installer SSH. Donc c'est sudo apt install open ssh-serveur. Je fais oui. Et il m'installe le SSH. Alors, voilà, ça c'est fait sur le PC Linux. Sur le serveur, c'est exactement la même chose. Si vous avez un VPS sur le cloud, il faut suivre donc les directives et la documentation de votre fournisseur. Maintenant, il va falloir lancer au démarrage ce serveur SSH. Sudo systemctl enable SSH. Voilà, donc là, je n'ai pas d'alerte, donc a priori, il est lancé. Pour vérifier, je fais sudo systemctl et au lieu d'enable, je fais status pour afficher qu'on voit qu'il est activé et donc il fonctionne. Pour lancer une commande SSH, on peut le faire à distance. Donc pour ça, je vais quitter la ligne de commande. On revient sur le poste Windows. Sous Windows, il faut lancer le terminal sous PowerShell. Donc là, je suis sous Windows. Et je lance la commande SSH. Donc réseau HP arrobas, donc l'adresse IP de mon PC sous Linux. Donc je fais yes. Je rentre le mot de passe. Voilà. Et je suis connecté donc sous mon Jupiter. Ça marche également en ligne de commande, hein, simple ligne de commande CMD ou en PowerShell. Je vais me mettre sur un PC Linux qui est sur le réseau local. Donc j'ouvre un terminal et pour pouvoir se connecter donc à l'ordinateur Jupiter, eh bien il suffit que je tape le nom du compte utilisateur, arrobas et l'adresse du PC Linux sur lequel je vais me connecter, 172.0.121. Pardon, il faut que je fasse SSH. Il me dit que l'authentification ne peut pas être établie. Est-ce que je veux continuer à me connecter? Donc, je réponds yes. Voilà, et il me demande le mot de passe. C'est le mot de passe du compte avec lequel je me connecte. Donc avec SSH, là on a utilisé le mot de passe, mais on peut utiliser des clés. Hein. Vous regarderez sur Internet comment le faire. C'est beaucoup plus sécurisé que l'utilisation de mots de passe, surtout si vous vous connectez à un serveur distant sur Internet. Hein. Donc là, il vaut mieux utiliser des clés. Vous trouverez de nombreux tutoriels sur Internet pour utiliser les clés avec SSH. Donc là, vous voyez, je suis connecté à distance à mon PC Linux sous Jupiter. Si je fais la commande ls, je me retrouve donc dans le répertoire utilisateur réseau HP de ce PC Linux. Donc là, je quitte. Donc pour faire toutes les manipulations qu'on va voir, vous pouvez donc utiliser un terminal sous Windows ou un terminal sous Linux hein, pour faire ces opérations de paramétrage. Moi, je vais utiliser le logiciel MobaXterm pour me connecter. Hein, ce sera plus pratique pour afficher à l'écran et pour faire des copier-coller. Bien, on va installer donc WireGuard
et tous les éléments qu'il faut sur cet ordinateur qui s'appelle Jupyter, hein, pour lequel il n'y a rien d'installé. Alors, on peut le faire directement en ligne de commande en ouvrant un terminal. Là, je vais utiliser mon logiciel MobaXterm. Donc là, je me connecte en SSH sur l'ordinateur depuis un poste Windows. Et donc, on va commencer par mettre à jour l'ordinateur sudo apt update. Donc là, on met à jour la liste des paquets. Et il me dit qu'il peut y avoir des mises à jour. Donc, on tape sudo apt upgrade. Et je lance la mise à jour en tapant oui. Je reprends quand la mise à jour est terminée. Voilà, la mise à jour est terminée. Il y a une mise à jour de l'image Linux. On peut faire éventuellement un sudo apt auto remove pour enlever éventuellement les paquets inutiles. Voilà, donc on enlève à peu près 300 mégas de paquets inutiles. Voilà, le ménage a été fait. On va taper clear pour faire du nettoyage de l'écran. On est sur Linux Mint. Donc, pour installer WireGuard, eh bien, sudo, en mode administrateur, apt install WireGuard. On va mettre un yes pour qu'il ne pose pas de questions. Et pas de validation intermédiaire. Voilà. WireGuard est installé. On peut vérifier l'installation en tapant les commandes sudo mode probe WireGuard echo $, avec un point d'interrogation. Voilà. Il nous met 0. Donc ça veut dire que le module WireGuard a été chargé avec succès, hein, que l'installation s'est bien déroulée. Pour que le serveur WireGuard puisse établir le trafic et l'échange de données donc entre les clients, il faut activer ce qu'on appelle l'IP forwarding, c'est-à-dire le transfert IP. Et donc, pour cela, eh ben, il faut ouvrir un fichier de configuration et on va utiliser pour ça le logiciel Nano. Donc, on lance la commande sudo nano. Donc, sudo nano ouvre l'éditeur avec les droits administrateurs et ensuite, on met le répertoire, donc le chemin, donc qui se trouve dans le répertoire etc et le fichier s'appelle 6 ctl.conf. Voilà. On va enlever un commentaire à la ligne net IPv4 IP forward égale 1 qui est ici. Toutes les lignes où il y a un dièse sont des commentaires. Donc là, on va le décommenter. Voilà. Ensuite, on va sauvegarder donc le fichier. Pour cela, je fais CTRL-O. Ça, le accent circonflexe ici veut dire la touche CTRL. Donc je fais CTRL-O. Voilà. Je fais la touche entrée, il a écrit. Et donc là, je quitte l'éditeur. Ici, CTRL-X. Il faut appliquer les changements. Donc on tape sudo 6 ctl
"-p", "-p", cette ligne s'affiche, la commande a bien été prise en compte. Maintenant, on va générer les clés de WireGuard. Sous Windows, c'est automatique à l'installation, et là, il va falloir lancer une commande. C'est une commande qui est disponible après l'installation de WireGuard. Donc GenK, le programme, pour générer le tube, c'est Alt-GR et la touche 6, sudo etc WireGuard private key. Ensuite le tube, wg pubkey sudo etc WireGuard. Cette commande va générer une clé à mettre dans le répertoire etc WireGuard. Voilà, j'ai fait une faute, il manque le E. WireGuard, donc dans private key. Ensuite, on fait wg pubkey pour générer la clé publique. Donc là, on a généré la clé privée et toujours on la met dans WireGuard public key. Le fichier va s'appeler public key. Je lance et donc là, il a généré les clés puisqu'il ne me met pas d'erreur. Il m'affiche la clé publique. Cette clé, eh bien, il faut l'enregistrer sur une clé USB, la noter ou l'enregistrer dans un fichier pour pouvoir ensuite la mettre dans le fichier. À l'installation de WireGuard, un fichier WireGuard a été créé dans le répertoire etc. Donc c'est le répertoire dans lequel on retrouve tous les fichiers de configuration des applications et du système. Nos clés publiques et privées qu'on vient de créer ont été copiées donc dans ce répertoire. Alors le problème, c'est que ce répertoire est protégé en écriture. Seule route à l'accès. Et donc pour faire des modifications, on va changer provisoirement les droits d'accès à ce répertoire de façon à pouvoir copier facilement le contenu des clés dans le fichier de configuration. Alors là, je suis donc sous Mobile Xterm et je vais me connecter en SSH à mon ordinateur, donc sous Linux. Alors on peut le faire directement en terminal si on a accès à l'ordinateur, là je le fais à distance, en SSH depuis un autre PC. On va d'abord créer le fichier de configuration qui n'existe pas. Alors si je veux avoir accès au répertoire WireGuard, donc si je fais cd /etc le chemin où est WireGuard, il me met permission non accordée car je n'ai pas de droit d'accès sur le répertoire WireGuard. Je peux créer le fichier de configuration. Pour ça, je tape la commande sudo nano etc WireGuard /wg0.conf. Comme sous Windows, je donne le même nom à mon interface wg0. Évidemment, on peut changer le nom et on peut créer comme sous Windows autant de fichiers d'interface qu'on a besoin. On donne le nom qu'on veut, il faut que ça se termine .conf et que ce fichier de configuration soit dans le répertoire WireGuard. Ensuite, pour activer l'interface WG0 ou un autre nom, eh bien, on lancera une commande qu'on verra plus tard et ça activera donc l'interface avec le nom qu'on a donné. Si le fichier n'existe pas, wg0conf, il va créer un fichier vide. S'il existe déjà, il va l'ouvrir avec son contenu qu'on pourra modifier. Je fais Entrée, il me demande le mot de passe, voilà, et il me crée un fichier vide. Donc je fais CTRL-O pour l'enregistrer. Je fais CTRL-X pour quitter Nano. Donc là, j'ai mon fichier qui a été créé. Je vais changer provisoirement les droits d'accès au fichier WireGuard pour pouvoir y accéder et faire des manipulations. On peut le faire par les commandes chmod, mais c'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Je vais utiliser Midnight Commander, qui est un gestionnaire de fichiers, qui est très pratique et qui va me permettre très facilement de changer les droits des fichiers. On l'installe avec la commande sudo apt install mc, tout simplement. Il est déjà installé,
donc il ne va pas le réinstaller et il est à jour. Pour le lancer, on tape simplement MC en mode standard et là j'ai besoin des droits administrateurs et donc je tape sudo MC. Si l'affichage ne vous convient pas, vous allez ici dans Options, vous faites Apparence et vous choisissez votre thème d'affichage. Je vais dans le répertoire ETC, donc je remonte. Ici, je suis à la racine, voilà, le répertoire ETC. Et là, je cherche le répertoire WireGuard qui est ici. Voilà. Je rentre là-dedans et vous voyez que je retrouve mon fichier PrivateKey, public-key et W0conf. Je vais changer les droits du répertoire WireGuard. Donc pour ça, je sélectionne ce répertoire. Je vais ici dans Fichier et je fais Shown avancé. Et donc là, j'ai les droits du fichier qui s'affichent. Là, on voit que le propriétaire, donc root, qui est ici, il a les droits d'écriture, de lecture, d'écriture et d'exécution sur ce répertoire. Et on voit que les autres utilisateurs n'ont aucun droit. Donc, on va rajouter les droits provisoirement. R, il suffit de cliquer. Là, je rajoute le droit d'écriture pour le groupe, le droit d'exécution. Là, pour tous les autres utilisateurs, la lecture, l'écriture et l'exécution. Et je fais appliquer. Je quitte. Si je fais CD WireGuard, là, j'ai accès au répertoire. Si je fais un ls, j'ai mes fichiers PrivateKey, PublicKey et WG0 qui sont donc dans ce répertoire. Comme j'aurai besoin dans le fichier de configuration des clés publiques et des clés privées, eh bien je vais les copier directement dans WG-conf. C'est la façon qui évite des manipulations de copier-coller. Elles ne sont pas faciles et évidentes toujours sur un terminal Linux. Pour ça, je vais utiliser la commande sudo cat. Ça affiche le contenu d'un fichier. Donc cat, le contenu du fichier PrivateKey. Je commence par la clé privée. Je fais 2 signes supérieurs qui veut dire de prendre le contenu de ce fichier et de le rajouter à ce fichier wg-conf. Si je mets qu'un seul signe supérieur, à ce moment-là, le contenu de PrivateKey va écraser le contenu de wg0conf. Si je mets 2, le contenu donc de PrivateKey va être rajouté à la fin du fichier wg0conf. Donc ce fichier étant vide, je viens de le créer, je vais juste avoir la PrivateKey qui va être copiée dans le fichier. Je lance ma commande. Vous voyez que je n'ai pas les droits d'écriture. Donc, il faut que je change également les permissions de ce fichier. Donc, je vais revenir sur sudo mc. Voilà. PrivateKey, fichier, chmod avancé. Le propriétaire root peut écrire et lire. Et les autres groupes n'ont que le droit de lecture. Donc, je rajoute avec un W le droit d'écriture. Il suffit de cliquer là, voilà, je fais appliquer. Là, je fais également chmod. Donc PrivateKey, je lance, il l'a fait. On va faire maintenant avec PublicKey. J'ai pas d'erreur, donc en principe c'est fait. Je vais éditer avec Nano mon fichier wg0conf et vous voyez que là, donc j'ai ma clé privée qui a été copiée et ma clé publique. Pour copier les clés
de WireGuard sur une clé USB. Vous pouvez utiliser bien sûr les commandes CP de Linux dans un terminal. Vous pouvez le faire également avec Midnight Commander. Donc vous lancez Midnight Commander en mode sudo, en mode administrateur. Vous allez dans le répertoire racine, dans le tableau de gauche. Voilà, je suis dans le répertoire racine et en général, votre clé USB, elle va être selon les distributions, soit dans MNT, ici, donc là il n'y a rien, soit dans Média. Média, votre compte utilisateur, et là vous voyez que j'ai ma clé USB qui est là. Donc je vais la copier ici. Donc là je vais donc dans Média sur le tableau de droite. Voilà. J'ouvre ma clé USB. Là j'ai un répertoire. Et donc là je vais aller dans ETC, WireGuard. Voilà. Et je vais copier par exemple la clé publique. Donc je sélectionne par un clic droit ma publiée et là je fais copier ici. Là elle est copiée, je suis en mode sudo. Donc pour être sûr de pouvoir l'ouvrir sur l'autre ordinateur sans problème, je sélectionne et je vais dans Fichier, je fais Shown avancé et là je vais mettre les droits d'écriture pour tous les utilisateurs W. Le propriétaire, c'est bien réseau HP. Ensuite, ma clé USB, je la mets sur l'ordinateur ou le serveur. Pour lire le fichier, même avec Midnight Commander, je fais voir, par exemple, ici, et j'ouvre l'éditeur. Et là, j'ai donc ma clé. Ici, je peux l'ouvrir également avec Nano pour faire un copier-coller. J'ai plusieurs solutions où je le copie également avec la fonction CAT, CAT qu'on a vu pour copier cette clé de configuration. Publiquée, elle doit aller bien sûr sur le serveur. Je vais pouvoir passer à la configuration. Là, j'ai la private key. Je prends le contenu du fichier. Alors pour aller plus vite, je ne vais pas tout taper. J'ai fait un copier-coller. On retrouve donc comme sous Windows une partie interface dans laquelle on va mettre les caractéristiques donc, du PC sur lequel on est. En l'occurrence ici, c'est le client Linux. Et ensuite, les différents partages. On commence par interface. Voilà. Et on fait private key égal. Là, je peux le supprimer. Donc, première ligne, on met la private key. Ensuite, on va mettre l'adresse WG de l'interface WireGuard qu'on définit sur notre réseau différent de notre réseau local. Là, reportez-vous à l'article sur Windows. Ce sont les mêmes configurations. Donc, je vais l'appeler ici 10.0.0.2 et je vais le mettre sur 32 par exemple pour avoir une seule adresse. Je mets le port d'écoute également, donc je mets 51.850, par défaut c'est 51.820, bon je le change. Ensuite on a le paramètre safeconfig, je préfère mettre false, surtout quand on est en période d'essai, comme ça, ce qui fait que votre fichier de configuration, une fois que vous l'écrivez, il ne changera pas. S'il y a des modifications à faire, vous revenez avec sudo nano pour le modifier. Donc moi, je mets false. Du moins, faites ça au début. Ensuite, on rajoute des commandes qui sont spécifiques par feu de Linux pour autoriser le transfert IP. Alors, dans ces commandes, vous avez l'explication dans l'article. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Dans la commande, on met le nom de l'interface qui est utilisée par votre carte Ethernet ou votre carte Wi-Fi pour trouver son nom.
Là, je vais donc sauvegarder ce que j'ai écrit, CTRL-O, je vais quitter, CTRL-X. Il faut lancer la commande IPA. Et donc là, ça va vous afficher le nom de l'interface. Ici, cette interface s'appelle ENP4S0. Je reviens et je remplace son nom par ENP. Et 4S0. Sinon, évidemment, ça ne marchera pas. Et là, je le fais également ici. ENP4S0. L'interface a été écrite. Ensuite, on écrit la section peer. On va mettre la clé publique. Donc, c'est la clé publique du serveur sur lequel on va se connecter. Je ne la mets pas là, hein, c'est juste un exemple hein, pour vous dire comment on construit le fichier. Donc là, il faut que je récupère la clé publique donc, du serveur. Donc ça va être pareil, c'est la public key, mais du serveur qu'on va copier sur une clé USB ou recopier à la main en faisant attention de ne pas faire d'erreur. Ensuite, on met les ordinateurs qui sont ou machines qui sont autorisées à se connecter. Donc là, le serveur, je vais lui attribuer, par exemple, l'adresse 10.0.1/32 pour qu'elle soit unique. Vous définissez l'adresse que vous voulez. Il ne faut pas que ce soit le même réseau que votre réseau local et il ne faut pas éventuellement que cette adresse soit utilisée par une autre interface, hein, une machine virtuelle, un hyperviseur, un VPN commercial, etc. Un antivirus, ils peuvent parfois créer également des cartes virtuelles. Ensuite, on met endpoint. Endpoint, eh bien, ça va être l'IP public du serveur sur lequel vous devez vous connecter. Hein. Il faut bien que WireGuard sache où se connecter, et donc c'est avec le endpoint. Donc là, soit vous récupérez l'adresse IP publique, par exemple, qui va être, je mets n'importe quoi, 80.123.125.22 par exemple. Si c'est une adresse IP fixe, si vous avez un VPS, eh bien, vous mettez soit le nom de domaine ou mieux l'adresse également IP. Si vous avez une adresse IP publique de votre serveur qui change à chaque connexion parce qu'elle est liée à une box ou à un routeur ou un fournisseur qui n'a pas d'adresse IP, qui ne donne pas d'adresse IP fixe, d'adresse publique IP fixe, eh bien, à ce moment-là, vous créez une URL d'InDNS et vous rentrez, comme sous Windows, eh bien, le nom de l'URL. C'est public, on n'en a pas besoin. Hein. Donc là, la configuration de WireGuard est terminée. Donc on fait CTRL-O. Alors, je répète, c'est un exemple. Hein. On ne va pas le tester ici sur ce PC. Mon fichier WireGuard a été créé. Il ne faut pas que j'oublie maintenant de remettre les droits d'écriture pour protéger le répertoire. Donc pour ça, je reviens sur mon Midnight Commander. Voilà, je vais donc dans ETC. Je cherche mon répertoire WireGuard. Voilà, et je vais dans Fichier ici, chmod avancé. Et donc, mon fichier à l'origine donc avait ici RWX, si je me souviens bien, et là il n'y avait pas de droit. Donc je clique pour supprimer les droits. Voilà. Donc il faut juste que ici j'ai RWX pour le propriétaire. Je fais appliquer. Et donc là, je vais modifier également les propriétés du fichier. Publier. On enlève les droits en écriture sur les fichiers.
Donc le propriétaire a lecture-écriture et les autres utilisateurs n'ont que le droit de lecture sur ces fichiers. Voilà. Et pareil pour publier. Juste appuyer sur la barre d'espace pour modifier. Et je fais appliquer. Voilà. Donc là, j'ai bien mon WG0conf que je peux afficher ici. C'est bien ce que j'ai mis. Voilà. Donc là, j'ai une sauvegarde que je peux supprimer et qui a été créée automatiquement du fichier WG0conf. Je quitte. Voilà, ma configuration est terminée du PC Linux. Alors sur le serveur, eh bien, on fait la même chose. Hein. Donc je ne vais pas refaire les commandes pour le serveur. Si on crée une adresse d'InDNS sous Linux, hein, alors c'est un peu plus compliqué que sous Windows pour accéder à l'URL. Pour avoir sous Linux donc une adresse, une URL d'InDNS, donc vous vous connectez à votre compte. Ici, on reprend l'exemple NoIP, un compte provisoire que j'ai créé pour faire ces vidéos. Donc là, j'ai mon adresse ici qui s'appelle connexion VPN WG0 ddns.net. Donc c'est cette adresse que je mets dans endpoint pour récupérer l'adresse IP du moment du serveur. Il faut aller ici dans Dynamic DNS et vous avez ici le logiciel donc DUC Dynamic Update Client qui est ici. Voilà. On met non toujours pour le langage. Et donc je vais ici avoir les instructions pour installer le logiciel. Vous voyez que sous Windows c'est très simple. Sous Linux, il va falloir lancer ces commandes. Si votre serveur est sur le réseau local, hein, vous le faites sur le serveur et également sur le PC client si votre PC client également a une IP publique qui change. Je vais relancer mon terminal. On va partager la fenêtre. Voilà, donc wget. Je fais wget. C'est pour ça que c'est pratique d'utiliser le terminal Mobile Xterm pour faire les copier-coller. Avec cette commande, on télécharge le DUC. Là, on va le décompresser. Donc là, je fais un CTRL-C, hein. Je suis sous Windows, sur un poste Windows, et là, je fais un clic droit. Là, il m'a décompressé. Voilà, donc il se met dans le répertoire User, et il va m'installer le logiciel DUC. Voilà, le logiciel DUC est installé donc sur le PC Linux. Vous pouvez en installer un selon les conditions, hein, sur votre PC et sur votre serveur. Pour lancer ce logiciel, eh bien, il faut connaître votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le hostname. Je vais faire un copier-coller de la commande. Je peux revenir en plein écran. Donc, vous allez faire sudo noip duc pour lancer le programme, votre username. Donc là, c'est le nom d'utilisateur sur le compte, votre mot de passe, donc, que j'ai caché ici, même s'il est provisoire. Et vous rajoutez le hostname. Hein, et donc là, c'est hostname connexion VPN WG0.DDSnet. Voilà. Donc là, maintenant, dans cette URL, eh bien, j'ai automatiquement l'adresse IP publique du PC Linux ici qui est envoyé et que je peux récupérer donc sur le serveur.
Voilà comment on lance l'interface, hein. C'est un peu plus complexe que sous Windows. CTRL-C pour quitter et puis Exit pour terminer. Je quitte. On n'a pas terminé car maintenant il va falloir configurer le pare-feu. Je relance ma connexion SSH au PC Linux. Pour permettre donc au client de se connecter au serveur WireGuard, on va configurer le pare-feu et la redirection des ports sur le routeur ou la box. Alors on va commencer par la configuration du pare-feu et pour ça on va utiliser UFW, un programme, hein, Uncomplicated Firewall, une façon simplifiée de configurer le pare-feu. Si il n'est pas installé, UFW, vous faites sudo apt install UFW. Voilà, là c'est déjà installé, hein. Maintenant on va autoriser le port WireGuard, hein. Pour ça, on fait sudo UFW allow comme autorisé le port 51.850, hein, c'est le port qu'on avait déclaré dans le fichier de configuration. Et comme c'est en UDP, on fait /UDP. Et donc là, ça va autoriser et ouvrir le port. J'ai fait une faute. UDP. Voilà. Donc là, il me met à jour la règle. Je recharge UFW pour le mettre à jour. Décidément, UFW reload. Pour l'instant, le pare-feu n'est pas actif, hein. Donc ensuite, je mets à jour les règles IP table avec le port. Je lance la commande sudo IP table input-pudp le port. Je fais entrer. Sudo UFW enable. Le pare-feu est actif. Je vais faire le ménage sur l'écran. Clear. Voilà. Donc avec UFW, ensuite, on lance sudo UFW enable, hein, pour activer UFW. Si vous utilisez uptable, eh bien vous verrez dans l'article, dans le paragraphe 5.1, la commande avec iptable. Ensuite, vous devez faire la redirection des ports sur le routeur ou la box. Et donc, si votre serveur est derrière un routeur NAT, donc il va falloir configurer la redirection des ports sur le port UDP 51.850 ou le port que vous avez choisi. Et ça, pour qu'il y ait la redirection donc vers l'adresse IP locale du serveur. Donc la procédure dépend du modèle de routeur de la box, hein. Pour ça, vous vous reportez à l'article et à la vidéo du VPN WireGuard sur les PC Windows. C'est exactement la même chose. Alors on va quitter maintenant notre ordinateur Linux Jupiter. J'ai désinstallé WireGuard et le logiciel Duck de NoIP. Vous verrez dans l'article lié à la vidéo comment désinstaller WireGuard et ce logiciel de NoIP. Là, on va donc sur notre ordinateur qui est sur mon réseau local qui s'appelle Uranus et également sur une machine virtuelle qui est un serveur Ubuntu. Tout ça, c'est sur mon réseau local et de la même façon qu'on a fait sur le PC Linux, donc j'ai installé WireGuard et on va voir comment il fonctionne et on va comparer les fichiers de configuration. Donc la première chose à faire, puisque j'ai WireGuard qui tourne, c'est de arrêter l'interface, hein, pour pouvoir manipuler le fichier de configuration. Elle était arrêtée, puisqu'il me dit qu'il ne reconnaît pas l'interface.
On va voir sur le PC. Voilà, donc là, il a arrêté, elle était en cours. Donc on va pouvoir maintenant comparer les fichiers de configuration. Pour ça, je vais aligner les fenêtres et les mettre côte à côte. Regardez le fichier de configuration donc du PC Linux. Donc la section interface, je déclare l'adresse de mon PC Linux, l'adresse donc WireGuard hein, sur l'interface WG0. Donc je donne 10.90.20.115/32. 32, hein, c'est une adresse unique. Sur le serveur, je lui donne l'adresse 10.90.20.162/32. C'est aussi une adresse unique. Donc on voit qu'elles sont sur le même réseau, hein, 10.90.20. Là, c'est 10.90.20. Je reviens sur le PC Linux. Donc safeconfig égale false. Je peux mettre true, mais je mets false pour pas que le fichier de configuration soit modifié en cours d'utilisation. Je mets le port d'écoute à 51.830. Là, j'ai la clé privée donc que j'ai mis du PC client. Et ensuite la section pire. Donc dans la section pire, je vais mettre les informations du serveur sur lequel je vais me connecter. Donc là, j'ai récupéré la clé publique du serveur et je mets donc comme allowed IPS eh bien, l'adresse du serveur, l'adresse WG0, hein, puisque le PC va se connecter. On voit bien que cette adresse que je mets là, c'est ici l'adresse du serveur. Ensuite, je mets le endpoint, c'est-à-dire que là, pour trouver l'adresse IP sur lequel va pouvoir se connecter le tunnel. Soit je mets l'adresse IP publique du serveur, s'il est fixe, si c'est un VPS par exemple, ou soit une URL NoIP. Je suis censé donc me connecter à mon compte NoIP. Hein. Je récupère donc l'adresse IP publique de la box. Vous pouvez regarder la vidéo sur WireGuard sur Windows où c'est expliqué un peu plus dans le détail. Je vais rester sur mon réseau local, hein. Donc je vais mettre un dièse devant pour désactiver. Et le endpoint, je vais le faire sur mon adresse IP locale. On va rester en local. Voilà, et l'adresse IP locale du serveur sur la machine virtuelle, c'est 172.20.0.162 et le port 51.850. Donc voilà la configuration du PC Linux. Sur ce PC Linux, j'ai également installé le logiciel Duck, comme on a vu dans la vidéo, pour pouvoir récupérer également l'adresse IP. Donc je regarde maintenant le serveur, interface, donc l'adresse WG0 de l'interface WG0 que j'ai affectée, safeconfig égale face, les commandes qu'on a vues dans la vidéo pour configurer le serveur, le pare-feu, pardon, et puis la redirection de port. Je déclare le port d'écoute, la clé privée donc du serveur, ici, et là, par exemple, sur le serveur, eh bien, si j'ai par exemple deux postes clients qui veulent se connecter donc, sur ce serveur, donc là j'ai un client sur un poste Windows qui peut se connecter, et donc sa clé privée est ici, son adresse IP est ici, l'endpoint est sur le réseau local, mais je peux mettre également une adresse NoIP si je vais sur Internet, hein, comme pour l'autre PC. La persistante kept alive également, 20 secondes. Donc si on regarde maintenant le client Linux Uranus qui doit se connecter, donc je mets la clé publique que j'ai récupérée, donc
sur ce serveur. J'autorise donc le serveur à se connecter ici. Je retrouve bien l'adresse IP de l'interface WG0. Et ensuite, je mets le endpoint. Donc là, je vais rester sur le réseau local. Donc je mets 172.20.0.115. Hein, c'est bien cette adresse-là que j'autorise. Si je suis à l'extérieur sur Internet, à ce moment-là, je vais désactiver ce endpoint. En mettant un dièse dessus et j'active celui-là, hein, endpoint, donc la connexion VPN WG0 DDNS.net sur 51.850, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc là, on reste sur le réseau local. Comme j'ai des clients différents en WireGuard qui peuvent se connecter sur le même serveur, comme les ordinateurs sont sur le même réseau, comme je suis obligé à un moment donné de faire une redirection de port, hein, pour de l'extérieur que le tunnel se branche sur le bon ordinateur, eh bien je suis obligé de déclarer ici des ports différents. Si maintenant je veux avoir une connexion et utiliser le VPN un peu comme un VPN commercial, hein, comme NordVPN par exemple, c'est-à-dire que toutes les communications passent par Internet, à ce moment-là, dans Allowed IP, soit je supprime cette adresse, ou soit je rajoute également une autre adresse. Et si je mets donc 0.0.0.0/0, donc en rajoutant cette adresse IP un peu spéciale, ça veut dire que toutes les communications, toutes les liaisons Internet et réseau doivent passer par le tunnel. Donc si je veux utiliser mon VPN WireGuard comme un VPN normal, eh bien il suffit que je remplace les adresses IP ici par 0.0/0. Voilà, on va quitter sans sauvegarder. On va relancer l'interface, donc sudo wg quickup wg0. Hop. Je rentre le mot de passe. Je fais la même chose avec la même commande. Et voilà. Et donc l'interface, on voit bien qu'elle est activée. Donc pour vérifier que ça marche, eh bien, je fais un ping. À l'adresse donc du serveur. On voit que ça marche. De même, depuis le serveur, je peux faire un ping sur l'adresse IP WG0 de l'ordinateur Linux. Et là, je vois que ça marche. Si par exemple je désactive ici l'interface, down, là elle est arrêtée. On voit bien que si je fais un ping, là, ça ne va plus marcher. Vous verrez dans l'article un peu toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, ne vous étonnez pas quand vous l'installez, quand vous allez tester, si ça ne marche pas du premier coup, vous ferez forcément des erreurs. Alors, des erreurs de frappe dans le fichier de configuration. Vérifiez bien tout ce que vous écrivez. Après, il peut y avoir des erreurs de logique, hein, vous vous trompez dans l'adresse IP. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.